Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que c'est beau de voir cette salle pleine. Merci d'être là avec nous pour cette étape nantaise de ma thèse en 180 secondes. Est-ce que vous pourriez, on va faire un petit test pour voir si tout fonctionne bien, est-ce que vous pourriez taper dans vos mains de manière désynchronisée pour voir ce que ça donne? Ouais. Alors, les participants ici au premier rang vont avoir du mal à vous voir. Là, je vous vois pas très bien. Donc, réessayez d'un coup pour voir comme si c'était 300 personnes qui étaient dans cette salle. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, voilà. Là, on tient un truc. Toute l'énergie que vous leur transmettrez, ils vont vous la restituer. Alors, pour commencer, je voudrais appeler avec moi Corinne Miral qui va vous expliquer les règles de ce concours, car c'est quand même un concours. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Corinne Miral, qui est donc co-directrice du collège doctoral des Pays de la Loire et qui va tout vous expliquer sur comment c'est que ça marche. Merci. Donc, tout d'abord, bonsoir à toutes, à tous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir pour venir accompagner les doctorantes et les doctorants qui vont se mettre en danger ce soir, puisqu'ils et elles vont devoir en 3 minutes vous exposer leur travail de thèse. Et c'est un challenge, vous allez le voir, c'est difficile, mais ils ont relevé le défi, ils sont là et je suis certaine qu'on va passer une excellente soirée. Alors quelques mots d'abord sur ce concours, ma thèse en 180 secondes, et puis un petit peu sur le déroulé à la fois de ce soir et de la suite du concours. Donc c'est un concours qui a été imaginé il y a plus de 10 ans, en Australie, puis qui a été retravaillé pour en faire un concours francophone. Donc en ce qui concerne Nantes, c'est la 11e année que Nantes participe à ce concours, avec plus ou moins de réussite, hein, vous allez le voir, c'est un concours qui est compliqué. Donc l'étape de ce soir, c'est l'étape de la finale locale, c'est-à-dire que vous allez avoir devant vous des doctorantes et des doctorants qui effectuent leur thèse dans des laboratoires de recherche sur le site de Nantes. L'étape suivante, c'est dès la semaine prochaine, la finale régionale qui aura lieu à Angers. Donc pour cette finale régionale, vous allez ce soir, vous et nous, le jury, donc je vais vous expliquer tout ça, donc devoir sélectionner, donc nous allons devoir sélectionner ensemble 7 candidates et candidats qui vont représenter Nantes dès la semaine prochaine lors de la finale régionale, donc à Angers le 18 mars. Suite à cette finale régionale, donc 2 candidates et candidats seront sélectionnés qui iront représenter les Pays de la Loire lors de la finale nationale. Donc vous voyez le process. Et puis, suite à cette finale nationale, nous espérons que l'un ou l'une d'entre vous nous représentera, donc représentera la France pour la finale internationale francophone. Nous n'en sommes pas là. Donc pour ce soir, donc nous avons 16 candidates et candidats qui ont été sélectionnés pour venir présenter leurs travaux. Donc vous allez le voir, on va voir des travaux de thèse extrêmement variés, puisqu'on peut faire une thèse dans tous les domaines, à la fois des domaines techniques, mais des domaines également de sciences humaines et sociales. Donc ce soir, nous aurons vraiment, j'allais dire un panel, c'est pas très joli, mais en tout cas des candidates et des candidats qui vont représenter l'ensemble, enfin l'ensemble, non, mais un grand nombre de disciplines qui sont travaillées à Nantes. Donc les doctorantes et les doctorants qui sont là, peut-être quelques mots pour les lycéens, les lycéennes qui sont là ce soir pour vous expliquer rapidement ce qu'est le doctorat. Donc le doctorat, c'est le diplôme le plus haut que l'on peut obtenir. C'est minimum 8 ans après le baccalauréat. Donc vous voyez, ce sont des études longues, mais ce sont aussi des études qui permettent de former de jeunes chercheurs, de jeunes chercheuses qui sont vraiment à la limite de la connaissance, c'est-à-dire qui se doivent d'innover, de créer, d'apporter des solutions et d'éclairer en fait notre futur. Donc vous allez le voir aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes qui vraiment vont venir ce soir partager leur passion. Au niveau de la présentation ce soir, donc ils ont 180 secondes, pas une de plus, c'est-à-dire que s'ils dépassent le chrono des 180 secondes, ils sont automatiquement éliminés. Donc c'est vraiment, il faut que ça tienne dans les 180 secondes. Ils ont le droit, pour accompagner leurs propos, d'avoir derrière eux une diapositive non animée, qui
qui va permettre en fait pour le public de clarifier le propos. Et donc pour les soutenir, il faudra voter par SMS. Donc on vous rappellera le numéro, les consignes de vote. Donc le vote est gratuit et anonyme. Et donc comme je vous le disais, 7 candidates et candidats seront sélectionnés pour la finale régionale, donc qui aura lieu la semaine prochaine. Alors au niveau de ces sélections, donc 4 candidates et candidats seront sélectionnés par le jury. Donc, je vais vous présenter les membres du jury juste après. 2 personnes seront sélectionnées par le public et 1 personne par les scolaires qui sont présents ici dans la salle ce soir. Est-ce qu'ils sont présents, les scolaires, dans la salle ce soir? Oui, au dernier rang, bien sûr. Voilà. Mais ils sont là. Ouais. Donc ils sont là, nous on les voit pas là avec la lumière, mais ils sont tout là-haut, donc ils vont être très très attentifs à ce qui va se passer. Donc vous allez voir, c'est une soirée qui est toujours intéressante, où on découvre de nouveaux sujets. Donc Maxime va vous l'expliquer, mais ce qui est important, ça va vraiment être de regarder la capacité qu'ont les candidates et les candidats à partager leur sujet, à vous le faire comprendre, et puis tout leur talent pour partager leur passion et pour tout leur talent d'éloquence. Je vais maintenant présenter le jury et puis je vais le rejoindre. Donc pour le jury ce soir, donc le jury est au 3e rang. Donc vous avez Monsieur Colin de la Higuera, donc qui est professeur à Nantes Université et titulaire de la chaire UNESCO Relia ou Relia, je ne sais jamais. Donc voilà, Colin est là. Accompagné de Monsieur Sébastien Leroy, donc directeur de programme chez Daher, à ses côtés. Et accompagné de Violette Chamy, donc qui est lycéenne en terminale et donc qui va nous accompagner dans cette tâche difficile de sélection des candidates et des candidats pour l'étape suivante. Et puis je vais rejoindre le jury. Merci beaucoup. C'était super clair. Merci Corinne. Est-ce qu'on vous a bien remis ce petit livret? Est-ce que vous l'avez bien? Oui. Vous l'avez tous. Alors, vous avez vu, on vous a aidé un petit peu. Il y a beaucoup de présentations. Donc, vous avez des indices. Vous voyez, vulgarisation des sujets. On vous a mis que ça pouvait compter pour 12 points. Talent de l'orateur, ça peut compter pour 8. Un petit point coup de cœur, parce que pourquoi pas. Ça fait 21 points. Bon, c'est pas sur 20 du coup. Mais je pense que c'est les gens du laboratoire de mathématiques qui ont fait ce... Voilà, il faut savoir qu'il y a 3 types différents de mathématiciens. Je ne sais pas si vous le savez, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas. Je vous conseille donc de prendre des notes au fur et à mesure, parce que vous allez avoir l'impression à chaque fois que vous savez lequel vous allez choisir, mais chaque nouvelle présentation va vous faire douter. Donc prenez des petites notes, annotez, il va y avoir beaucoup de sujets, des sujets tous passionnants. Je voudrais vous dire quand même un petit mot sur la vulgarisation scientifique, sur cet art. Il va falloir qu'il vous fasse comprendre ce dont ça parle. Voilà, c'est pas toujours facile, bien sûr, en sciences. Il va aussi falloir que ça vous intéresse. Voilà. J'aime beaucoup cette maxime de Homer Simpson qui dit « Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ça ne m'intéresse pas ». Voilà. Gardez ça en tête. Et vous allez voir, la diversité est absolument spectaculaire. L'art de la vulgarisation scientifique, c'est aussi expliquer comment est-ce qu'on obtient les connaissances qu'on a. Et je pense que par les temps que nous vivons en ce moment et la défiance qu'il y a en face de la science, c'est toujours très important de garder en tête comment on sait ce qu'on sait, et vous allez voir qu'ils sont très clairs là-dessus et très éloquents. C'est vraiment un bonheur de pouvoir le partager, d'ailleurs, avec autant de gens ici présents ce soir. Est-ce que vous êtes prêts et chauds pour que ça commence? Oui, on est prêts. Je regarde dans les backstage. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais? Alors on va y aller. Alors je vais avoir la dure tâche de lire leur sujet de thèse. Il faut savoir que ça leur prend déjà 1 an et demi à produire cette phrase du sujet de thèse. Bon, je surévalue peut-être un peu. Mais il faut se rendre compte que la question qu'ils posent, c'est une nouvelle question. Et pour ceux qui sont à l'école, faut se dire que c'est un peu le boss final de l'école, le doctorat, dans lequel il ne faut plus répondre à la question, mais trouver soi-même la bonne question, ce qui est quand même un autre stade. Son sujet de thèse, c'est donc substitution de la paraffine pétrochimique pour les matériaux biosourcés pour une application de bougie
c'est de la poésie. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Salma Daoufa. Imaginez-vous dans un beau restaurant, un dîner romantique ou bien tranquillement installé dans votre baignoire, détendu et apaisé. Ces moments de calme sont souvent accompagnés par la lumière douce d'une bougie. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache derrière cette lumière? À ce que vous brûlez sans même y penser? Traditionnellement, les bougies étaient fabriquées avec de la cire d'abeille ou du suif. Puis, dans les années 80, c'était la révolution, l'apparition de la paraffine, un résidu du pétrole. Pour l'industrie de la bougie, c'était parfait. Peu coûteuse, facile à produire, elle brûle très bien. Mais avec le temps, c'était la catastrophe. On s'est rendu compte que ces émissions dans l'air sont néfastes pour la santé. Et comme elle provient du pétrole, son impact environnemental est désastreux. Et c'est là où j'interviens. L'objectif de ma thèse est de trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement et issues de ressources végétales. J'ai exploré de nombreuses pistes. Cire de soja, de colza, beurre de karité, huile de coco. Mais aucune de ces matières n'était parfaite. Soit trop molle, soit pas assez lisse, ou avec des couleurs peu attrayantes. Alors, j'ai enfilé ma blouse et dans mon laboratoire, j'ai testé de nombreux mélanges avec les meilleurs candidats. Ma thèse est un véritable défi, car elle touche à différents domaines scientifiques. En plus, elle me fait voyager entre plusieurs villes. Je parcours les kilomètres afin de chercher les compétences et le matériel nécessaires. Tout commence à Saint-Nazaire, où je décortique mes matières premières afin de mieux comprendre leur composition. Ensuite, à Nantes et à Bordeaux, je réalise mes mélanges et j'essaye de comprendre comment ces matières interagissent ensemble à chaud et à froid. Et enfin, l'étape clé, la combustion. Et ça, c'est à Gétigné, pas très loin de Clisson, où j'observe comment mes bougies brûlent. Chaque jour est un anniversaire quand on souffle sur autant de bougies. Mais attention, il faut rester vigilant, car on ne veut pas de bougies qui brûlent trop vite ou qui émettent des particules nocives. Quand j'ai commencé cette aventure, je n'avais pas tout le savoir-faire. Il a fallu lire, apprendre et poser les bases. Mais aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai élaboré des formulations prometteuses. Quant à la formulation finale, chut, c'est encore un secret bien gardé. Et mon rêve, en 2025, à Noël, quand ma thèse touchera à sa fin, offrir à mes proches le fruit de mon travail. Une bougie unique qui parfumera leur intérieur sans nuire ni à la santé ni à l'environnement. Quelle entrée en matière magistrale. Merci, c'est pas facile de commencer. Merci 1000 fois. Je vous laisse prendre des notes. Prenez des notes. Il y a déjà un débat dans la salle de ce que j'entends pour savoir qui va gagner ma thèse en 180 secondes cette année. Le deuxième sujet de thèse qui vous sera présenté en 180 secondes, c'est le traitement de la maladie du greffon contre l'hôte par transfert de microbiote fécal, rôle des lymphocytes T régulateurs. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Margot de Seillac. Moi, ma thèse, c'est de la crotte. Un peu bizarre dit comme ça, non? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et vous allez voir que la crotte, le caca, les selles, la matière fécale, appelez ça comme vous voulez, ça peut sauver des vies. Imaginez, une équipe de foot en pleine crise. Son attaquant vedette se met à jouer n'importe comment et sabote le match. Eh bien, cette équipe, c'est le corps humain, lorsqu'il est atteint d'un cancer du sang. Et cet attaquant défaillant, ce sont des cellules de son système immunitaire qui doivent normalement attaquer l'équipe adverse, les infections et les maladies.
Pour éviter à l'équipe de s'effondrer, les médecins peuvent remplacer cet attaquant défaillant par des cellules venant d'une personne en bonne santé. C'est une sorte de transfert de joueurs. Mais là, catastrophe. L'attaquant remplaçant est perdu dans sa nouvelle équipe et il se met à marquer des buts contre son camp. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte. Les nouvelles cellules immunitaires attaquent le corps du patient. Mais alors, comment faire pour calmer au plus vite cet attaquant remplaçant perdu dans sa nouvelle équipe? C'est là que j'interviens. L'entreprise avec laquelle je travaille a développé une thérapie un peu particulière permettant d'apporter dans cette équipe en pleine crise une sorte de super coach pour restaurer le bon fonctionnement du groupe. Et ce super coach, c'est du caca. Enfin, pas tout à fait. Ce qui nous intéresse pour le traitement, ce sont les bonnes bactéries qu'il contient. Elles vont permettre de rétablir l'équilibre du microbiote intestinal des patients, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans les intestins et qui est souvent très perturbé chez les personnes malades. Et pour récupérer ces bonnes bactéries, quoi de plus simple que de les récolter directement dans les selles de personnes en bonne santé? Oui, vous avez bien compris. Le traitement sur lequel je travaille au quotidien est fabriqué à partir de matière fécale. Et tenez-vous bien, il est actuellement testé en essai clinique chez des patients et il a déjà permis de sauver des dizaines de vies. Mais alors, comment ça marche? Justement, le but de ma thèse, c'est de comprendre comment l'arrivée des bonnes bactéries dans le corps des patients permet de les guérir. Pour ça, c'est un peu comme si j'organisais des matchs de foot au laboratoire et que je zoomais sur l'action du super coach, les bonnes bactéries, pour comprendre comment elles arrivent à raisonner le système immunitaire remplaçant. Par exemple, ce que j'ai pu observer, c'est que les bonnes bactéries, quand elles arrivent chez le patient, elles ne s'adressent pas directement au système immunitaire remplaçant. Elles passent par l'intermédiaire du capitaine de l'équipe, appelé lymphocyte T régulateur, pour qu'il explique à son coéquipier qu'il doit arrêter de marquer des buts contre son camp. La suite de ma thèse consiste donc à étudier précisément les dialogues entre les bonnes bactéries, le capitaine lymphocyte T régulateur et le système immunitaire remplaçant. Et l'ensemble de mes travaux permettra de mieux comprendre le fonctionnement du traitement et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Vous voyez, je vous l'avais dit, ma thèse, c'est de la crotte, mais ça sauve des vies. Nous allons sauter du coq à l'âne. J'ai envie de faire tellement de blagues, mais on m'a interdit d'en faire pour pas désavantager les, voilà, ou avantager les. Donc je ne dirai rien. Le prochain sujet vous parlera de la décarbonation du transport maritime mondial, simulation énergétique long terme de la flotte mondiale en vue de l'élaboration de scénarios de transition. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Arnaud Garnier. États-Unis, Australie, Japon, Chine et France. Alors non, ce n'est pas le programme de mes prochaines vacances, mais plutôt le trajet réalisé par mon pantalon, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à mon armoire. Et oui, si je me présente aujourd'hui tout habillé devant vous, c'est que le transport maritime nous a rendu un chouette service. Et puis ce n'est pas le seul service qu'il m'est rendu aujourd'hui. La banane de mon petit déjeuner, l'ordinateur sur lequel je travaille, et même de l'essence pour le bus qui m'a amené jusqu'ici. Rendez-vous compte, 90% des produits transportés dans le monde passent, à un moment donné de leur trajet, par la mer. Le transport maritime, c'est un service efficace et peu cher qui permet de relier entre elles toutes les régions du monde. Mais il y a un hic. Car oui, brûler du pétrole dans les moteurs pour propulser les navires engendre des émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du réchauffement climatique. C'est pourquoi les pays du monde se sont entendus sur un objectif ambitieux, atteindre 0 émission de gaz à effet de serre pour le transport maritime en 2050. Et c'est dans ce contexte qu'intervient ma thèse. Mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment la flotte de navires peut évoluer dans les prochaines décennies pour devenir plus verte. Et pour cela, la première étape, c'est de faire un état des lieux de la situation actuelle. Combien il y a de navires, quelle taille ils font, ce qu'ils transportent, quelles sources d'énergie ils utilisent.
Je m'intéresse ensuite aux technologies envisagées pour réduire les émissions des navires. Et là, ce ne sont pas les idées qui manquent. Améliorer la forme de la coque ou des hélices, utiliser des nouveaux carburants, et même encore le retour des navires à voile. Je cherche à déterminer quelles options sont les plus pertinentes. Et par pertinente, j'entends un compromis entre réduction des émissions, faisabilité technique et coût. Le souci, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul navire dans la flotte, mais plusieurs dizaines de milliers. Et puis, la solution idéale n'est pas la même pour un petit navire qui traverse la Manche que pour un gros navire qui traverse 2 océans pour relier l'Europe à l'Asie. Alors, je m'aide de mon ordinateur pour résoudre le problème. À partir des états des lieux réalisés sur les navires et les technologies, j'écris des algorithmes qui me permettent de générer un grand nombre de scénarios pour la flotte du futur. Je peux alors analyser ces scénarios et identifier les solutions les plus prometteuses. Mon travail pourra aider la filière maritime à s'organiser en permettant aux pouvoirs publics d'élaborer des politiques adaptées ou encore aux armateurs de construire leur stratégie d'investissement. Et il est primordial d'aller dans la bonne direction si l'on souhaite atteindre nos objectifs climatiques. Et puis, comme nous l'a appris le Titanic, changer de cap, ça demande du temps. Il est donc nécessaire d'anticiper pour lancer les grandes manœuvres dès maintenant, si l'on ne veut pas heurter un iceberg. Merci. Je vous laisse quelques secondes pour prendre des notes. Avec de la lumière, voilà, c'est mieux. Ouais, tout à fait, tout à fait. Pour reprendre vos esprits, je regarde si tout le monde est en train de prendre des notes. Oui. C'est bon pour vous ? Non. C'est bon pour vous ? Bon, on continue quand même. La 4e candidate de ma thèse en 180 secondes va vous parler de la localisation et de la navigation multi-robot pour la maintenance d'infrastructures. Je vous demande d'applaudir Mathilde Tenissien. Vous connaissez tous l'histoire du petit poucet ? Entre nous, il a beau être très intelligent, semer des miettes de pain, c'est vraiment pas malin. Le voilà perdu dans une forêt lugubre. Mais comme il est malin, il sort son portable et active le service de localisation. Et là, c'est la douche froide. Localisation indisponible. La nuit tombe, le vent se lève et hurle dans les branches. Le petit poucet, transi de froid, s'assoit sur un tronc d'arbre et attend l'écrou fatal du loup. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, avec une roboticienne comme moi, l'histoire ne se terminera pas comme ça. Face à une énigme, 2 possibilités. Solution 1, on continue à chercher. Bon, là, visiblement, le petit poucet a atteint ses limites. Solution 2, appel à un ami. Alors, volons à son secours. Envoyons nos drones de sauvetage pour survoler la forêt jusqu'à détecter notre étourdi. Dans mes travaux, j'utilise pour cela des capteurs de distance. Nos drones, équipés de leurs capteurs, détectent le petit poucet. Ils connaissent même leur distance par rapport à lui. À partir de ces mesures, on pourrait calculer sa position. Mais encore faut-il avoir une localisation suffisamment précise pour pouvoir le guider en contournant la maison de l'ogre. Le problème, c'est que mes capteurs ne sont pas très précis. On dit qu'ils sont bruités. À cause de cela, ils font des erreurs de mesure et catastrophe. Cela entraîne des erreurs lorsqu'on calcule la position du petit poucet. Elle devient incertaine. Et c'est là que les mathématiques vont nous sauver. En utilisant des statistiques, j'ai retranscrit les erreurs de mesure de tous mes capteurs en formules mathématiques. Je les modélise. À partir de ce modèle, on peut écrire noir sur blanc l'incertitude
de la localisation en fonction de la position des drones et des erreurs de mesure. Et là, tenez-vous bien, on se rend compte qu'on peut réduire l'incertitude de la localisation en choisissant bien la position des drones. Dans ma thèse, le petit poussé est en fait un robot d'inspection. Je cherche donc les positions idéales des drones autour de lui afin de calculer sa position précisément. Je fais de l'optimisation. Et ce n'est pas tout. Une fois sa position obtenue avec précision, j'automatise le déplacement des drones de sorte à suivre notre garnement jusqu'à sa maison. Cela s'appelle la localisation collaborative. En plus des missions de sauvetage, mon travail peut s'appliquer à la maintenance d'infrastructures, voire à l'archéologie sous-marine. Ce soir, l'ogre et le loup sont à la diète. Le prochain sujet de l'étape nantaise de ma thèse en 180 secondes, édition 2025. Le prochain sujet de thèse est mise au point d'un protocole d'évacuation multicritère d'évaluation. Je reprends. Mise au point d'un protocole d'évaluation multicritère de la santé, du bien-être et de l'usage d'antibiotiques en élevage porcin dans un contexte d'usage vertueux des antibiotiques. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Théo Dessier. Il était une fois, dans un village, un éleveur qui adorait ses cochons. Pour qu'ils ne soient jamais malades et tristes, il leur donnait régulièrement des antibiotiques. Or, l'éleveur le savait, les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais comment savoir que les cochons sont en pleine forme et qu'ils n'ont pas besoin de pilules? Ils ne parlent pas. Et l'éleveur ne peut pas passer la journée à les observer, il a trop de travail. Si seulement il avait une méthode qui lui permettait de savoir simplement et rapidement que les cochons sont en forme, il pourrait utiliser les antibiotiques seulement en cas de nécessité. Mais oui, il faut faire appel au jeune apprenti sorcier du village pour qu'il étudie le problème et réfléchisse à une méthode à même d'aider l'éleveur. Vous l'aurez compris, ce jeune apprenti sorcier et chercheur, c'est moi. Durant ma thèse, je cherche à mettre au point une évaluation qui consiste à faire tout plein de mesures pour évaluer la santé et le bien-être en élevage porcin. Et ce, pour aider les éleveurs et les vétérinaires à avoir une meilleure utilisation des antibiotiques. C'est ce qu'on appelle l'évaluation multicritère. Multi quoi? Bon, je vous explique. Pour savoir si vous êtes en forme, je ne vais pas seulement regarder si vous coulez du nez ou si vous tournez en rond dans votre chambre. Je vais devoir regarder un ensemble de mesures pour me faire une idée globale de la situation. Et bien chez les cochons, c'est pareil. Pour déterminer leur état de santé et de bien-être, je vais regarder des mesures à la fois directement sur eux et dans leur environnement. Mais ces mesures, je ne les sors pas de mon chapeau. Je travaille main dans la main avec toutes sortes de professionnels. Des experts du bien-être, des éleveurs, des vétérinaires. Ensemble, nous déterminons les mesures qui doivent être regardées en priorité. Est-ce que le cochon tousse? Est-ce qu'il a pris du poids? Est-ce qu'il est actif? Puis, je sélectionne les mesures qui mettent tout le monde d'accord. Et je ne vous cache pas que ça peut prendre du temps. Mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Mais comment tu arrives à déterminer la situation de santé et de bien-être à partir de toutes ces mesures? Tu utilises de la poudre de perlimpinpin? Eh bien non. Mon protocole, grâce à un soupçon de calcul mathématique, va pouvoir métamorphoser toutes ces mesures en une seule valeur. Un peu comme les notes du trimestre qui sont combinées en une seule moyenne. Cette valeur unique, elle doit aider les utilisateurs à savoir si la situation de santé et de bien-être dans l'élevage est plus ou moins positive. Mais attention, il faut que toutes les étapes de l'évaluation soient accessibles et compréhensibles pour les utilisateurs. À l'inverse d'un tour de magie, ici, on doit comprendre ce qui se passe. Les utilisateurs doivent savoir sur quels aspects de la santé et du bien-être ils brillent déjà et où ils pourraient s'améliorer. Bon. Et la consommation d'antibiotiques dans tout ça? Eh bien, en sachant précisément la situation dans l'élevage, on va pouvoir avoir une consommation d'antibiotiques parfaitement adaptée à la situation, et donc sans excès. En connaissant l'état des cochons, on sait quand s'abstenir et on sait quand agir. Maintenant, revenons à notre histoire.
Bien vite, on se rendit compte que grâce à l'évaluation multicritère, les cochons restaient en pleine forme même avec moins d'antibiotiques. Ainsi, les cochons vécurent heureux et eurent plein de petits porcelets. Fin. Théo Dessier, mesdames et messieurs, prenez des notes. Nous allons de nouveau changer de sujet. Vous commencez à sentir l'étendue et la diversité des sujets qui sont traités à Nantes Université et en général par la recherche scientifique dans le monde. Le prochain sujet nous parlera des enjeux contemporains de l'accueil du public dans les espaces naturels protégés par le Conservatoire du Littoral. Le cas des falaises d'Opale, du golfe du Morbihan et des Calanques de Marseille. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Claire Louge. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Imaginons Victor Hugo entamer son périple aujourd'hui. Le poète se lève et part à l'aube, déterminé à traverser des espaces naturels sauvages et mystérieux. Mais en arrivant, stupéfaction. Un parking plein à craquer, des randonneurs pressés le long des sentiers, agglutinés au bord de la falaise, les bras en l'air, portable en main. Sa poésie n'aurait probablement pas eu la même saveur. Et moi, c'est précisément pour ça que je suis là aujourd'hui. Doctorante en géographie, j'étudie les espaces naturels protégés par le Conservatoire du Littoral. Cet établissement public protège près de 18% des côtes françaises. Pour bien comprendre, les espaces naturels protégés, c'est un peu comme une vieille maison de famille. Vous voyez cette maison qui a toujours été là, témoin d'un temps ancien, hérité de génération en génération. Elle résiste au temps, mais elle est aussi de plus en plus fragile. Eh bien, les espaces naturels protégés, c'est cette maison de grand-mère. Et le problème aujourd'hui réside dans un paradoxe. On veut s'y retrouver pour profiter de ce qu'ils offrent, mais plus on les pratique, plus ils se dégradent. Dans ce contexte, mon travail de recherche consiste à arpenter les espaces naturels, et pas n'importe lesquels. Les régions que j'étudie se répartissent sur les 3 façades maritimes de la France hexagonale. La côte d'Opale en Manche-Mer du Nord, le golfe du Morbihan sur l'Atlantique et les Calanques de Marseille en Méditerranée. Des milieux considérés comme les joyaux du patrimoine naturel français et qui accueillent plusieurs millions de visiteurs par an. Selon les professionnels en charge de leur protection, les problèmes en lien avec la présence humaine se sont donc accentués. De plus en plus de monde, des tensions pour le partage de l'espace, ou encore des comportements parfois inadaptés à la fragilité des milieux. Alors comment répondre à cette attente, lorsque s'y rendre semble être devenu un besoin, tout en évitant de dégrader la richesse écologique qui a amené à leur protection ? Pour répondre à cette question, peut-être m'avez-vous déjà rencontré sur ces sites, en pleine observation du public. Muni d'un appareil photo, je décortique l'espace, les paysages et les mouvements de cette faune bien particulière. Par le biais de questionnaires et d'entretiens, j'échange avec les fréquenteurs, j'enregistre rigoureusement leurs avis et leur expérience sur le sujet. De questions terre à terre pour savoir d'où ils viennent, je demande aussi quel est l'endroit où les enquêtés préfèrent être sur Terre, ou encore de me décrire l'espace naturel idéal selon leurs propres critères. Ces éléments ont un but commun, comprendre la représentation que les individus se font de la nature et la place que la société lui attribue. Une fois cet état des lieux terminé, les professionnels détiendront les clés pour concilier protection et accueil en s'adaptant à la réalité du terrain. Alors il est vrai qu'être docteur en géographie ne me permettra pas de vous soigner. Mais comprendre les liens qui unissent l'être humain à la nature, c'est aussi une façon de s'assurer que cette grande maison de famille, pleine de vie, que nous partageons toutes et tous, elle, soit immortelle. Je vois tout le monde noter. Est-ce que jusqu'ici vous passez une bonne soirée ? Est-ce
que jusqu'ici vous êtes étonné par les sujets qui vous sont présentés? Oui? J'essaie de vous laisser vous concentrer un petit peu. Nous allons poursuivre la soirée avec un thème plus grave. Le 7e candidat à ma thèse en 180 secondes a un titre de thèse: le génocide, objet historique de l'Antiquité au temps présent. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Pierre-Emmanuel Lebonnois. Commençons par un voyage dans la mythologie grecque. Un récit légendaire raconte que Zeus confia aux Titans, récemment vaincus dans la guerre qui les opposa aux dieux, la garde de son fils Dionysos, alors tout jeune garçonnet. Avides de vengeance, les Titans tuèrent Dionysos, puis dévorèrent son corps. Quand Zeus découvrit ce double crime, saisi d'une fureur effroyable, il frappa les Titans de son foudre. En un éclair, les Titans furent réduits en un tas de cendres fumantes. Plus tard, Zeus utilisera ces restes calcinés pour créer la race humaine. Ce mythe permettait aux Grecs d'expliquer l'origine du mal, de la violence et de la transgression chez les êtres humains. Et ma thèse consiste à comprendre comment cette violence et cette transgression se traduisent dans leur expression collective la plus grave, le génocide. Le génocide n'est pas un objet d'histoire facile à appréhender, et ce pour 3 raisons. Tout d'abord, c'est un concept juridique qui ensuite est devenu historique sans qu'il y ait de consensus autour d'une définition commune. C'est également un concept aujourd'hui très politisé, porteur d'un registre émotionnel particulièrement puissant. Et enfin, et surtout, ce n'est pas un sujet comme les autres. Le génocide nous entraîne dans un au-delà de la violence, et on ne peut pas l'étudier sans en être affecté. Quand on fait de l'histoire, la règle première est de toujours conserver une distance et une neutralité scientifique quant à son objet d'étude. Le génocide est assurément le sujet qui fait exception en tout point, car on touche ici à sa grande immoralité. Il martyrise les victimes, il traumatise les proches, les peuples, les pays, et même des siècles ou des décennies plus tard, son empreinte continue de nous affecter. Mon travail de thèse consiste donc à lire les récits, écouter les témoignages, pour relever les points communs, mais aussi les particularités. Je dois examiner la mécanique propre à chaque génocide, dans leur contexte respectif, pour ensuite les isoler et les étudier en tant que concept. À son terme, ma thèse permettra de proposer un panorama complet de l'état de la recherche sur les génocides à travers les âges, ce qui, jusqu'ici, n'a jamais été entrepris. Mais revenons à notre mythe du départ. La suite de l'histoire raconte que, certes, les humains ont été créés à partir des titans, mais comme ceux-ci ont ingéré le corps d'un dieu, les humains portent donc en eux cette part divine qui leur permet, s'ils le souhaitent, de s'écarter du mal et d'accomplir des merveilles. Je vous remercie. Ça se passe bien, Violette? Ils sont gentils avec toi, le reste du jury? Ouais, pour l'instant ça va. Ils sont polis. Nous allons écouter une 8e présentation et on se fait un petit entracte. On se fait une petite pause et on réfléchit à tout ça. Le prochain sujet
Je vous donne le titre de thèse. Vraiment, j'adore les titres de thèse. Quand les messages de promotion de la santé et du bien-être favorisent les perturbations alimentaires, rôle de la flexibilité et des régulations dans l'orthorexie. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Camille Ribado-Dumas. Mesdames et messieurs, je vous propose un petit jeu. Je vais vous demander de terminer mes phrases. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour votre santé, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Depuis 2007, ces recommandations alimentaires nous rendent acteurs et actrices de notre santé. Ils nous responsabilisent et nous motivent à faire des bons choix. Cependant, certains professionnels de santé publique alertent aujourd'hui sur leur côté culpabilisant. Certaines personnes sont même devenues obsédées par le fait de manger sain. C'est un trouble des conduites alimentaires que l'on appelle l'orthorexie. Mais vous me direz, en quoi manger trop sain peut-il être problématique ? En santé, on a tendance à séparer les aliments en 2 catégories, les bons et les mauvais. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, il m'arrive d'avoir un petit ange sur mon épaule qui me murmure à l'oreille que ce serait quand même bien de manger une pomme pour le dessert. Et de l'autre côté, un petit diable qui ajoute « ou alors une tablette de chocolat aux amandes caramélisées ». Dans l'orthorexie, le petit ange et le petit diable sont un peu trop envahissants. Incapables de se mettre d'accord, leurs querelles peuvent provoquer des pensées et des émotions parfois insupportables. Incapable, t'aurais jamais dû manger ça. Mais on adore ça, le chocolat. Je suis doctorante en psychologie et l'objectif de ma thèse est de mieux comprendre le processus de choix dans l'orthorexie. Comment le petit ange et le petit diable participent au développement des troubles des conduites alimentaires. Pour répondre à ces questions, j'ai mené des entretiens de recherche. Puis, j'ai envoyé des questionnaires en ligne pour faire des analyses statistiques. Grâce aux participants, les résultats de ces études ont montré dans l'orthorexie une difficulté à faire des choix qui intègrent différentes valeurs. Autrement dit, le petit ange et le petit diable manquent de flexibilité pour répondre aux convictions de l'un et de l'autre. Par exemple, si quelqu'un vous propose d'aller au fast-food, vous pesez le pour et le contre. C'est pas très bon pour la santé. Oui, mais on va passer un bon moment. Eh bien, dans l'orthorexie, chacun de ces moments de négociation interne face à l'envie de manger sain peut poser problème. Finalement, ma thèse questionne sur les frontières de la définition de santé dans l'alimentation. Donc, pour votre santé physique, tout en prenant soin de votre santé mentale, mangez des fruits et des légumes et pourquoi pas du chocolat trop sucré en prenant soin de vos émotions et sensations. Alors, mesdames et messieurs, je sais que vous venez de le faire, mais je voudrais que vous réapplaudissiez chaleureusement les 8 premiers candidats qui sont passés devant vous. C'est extrêmement difficile ce qu'ils viennent de faire. Ils l'ont fait avec brio. C'était passionnant. Merci de partager ça avec nous. Merci d'avoir pris le temps d'écrire, de répéter. C'était vraiment limpide. Merci 1000 fois. Ça va les notes? Vous y arrivez? C'est pas trop le bazar? Essayez, mais vous aurez un temps vraiment pour débattre. Je vous en laisserai un petit peu. Alors, qui parmi vous a l'applaudimètre? Qui parmi vous a déjà assisté à ma thèse en 180 secondes? Ouais, ça fait quand même un peu de gens. Qui a déjà assisté à la présentation d'une soutenance de thèse? Ah ouais, il y en a plus. Il y en a plus, quand même.
Vous voyez qu'en 2 heures, 2, 3, 4 heures des fois, il faut bien ça pour déplier un sujet. Donc vous voyez, sans effort de vulgarisation, donc vous voyez le travail incroyable qui est fait ici par les doctorants. Qui se sentirait capable, là, comme ça, sans signer d'engagement formel, hein, mais de faire ce qu'ils sont en train de faire ce soir? À l'applaudimètre. Ouais. Voilà, ceux du fond, là, ils disent ouais, non, on a déjà fait un exposé en 4e 2, et c'est dur. Hein. Voilà. Non, vous avez raison. Je vais vous faire des petits quiz hein, pour se rafraîchir le cerveau, pareil à l'applaudimètre. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire doctorat? Doctorat, d'où ça vient en latin? Est-ce que ça vient de apprendre, enseigner ou guérir? Apprendre? Ouais, un petit apprendre. Doctorat. Enseigner? Ouais, plus d'enthousiasme. Doctorat. Guérir? Ah oui. Le docteur, ça guérit. Eh bien non, le docteur, ça enseigne, figurez-vous. Et d'ailleurs, les docteurs sont enseignants-chercheurs. Hein, une fois qu'on finit le jeu de l'école, on devient soi-même le professeur, évidemment. C'est comme ça dans Karate Kid, c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça chez les Jedi aussi. Voilà, donc ça démontre bien. À votre avis, combien est-ce qu'il y a de doctorants à Nantes Université? Est-ce qu'il y en a, voilà, vous êtes chaud. Est-ce qu'il y en a 200? Est-ce qu'il y en a 500 ou est-ce qu'il y en a 1000? Est-ce qu'il y en a 200? Ouais, non, ça fait pas, c'est ça. Est-ce qu'il y en a 500? Ouais. Est-ce qu'il y en a 1000? Eh bien oui, mesdames et messieurs, il y a 1000. Vous avez raison, il y a 1000 doctorants actuellement. Et la semaine prochaine, mesdames et messieurs, il va y avoir 228 docteurs de plus dans ce monde parce que c'est leur remise de diplôme la semaine prochaine. Alors leur remise de je ne sais pas si on appelle ça un diplôme, voilà. La cérémonie des docteurs qui aura lieu la semaine prochaine. Vous savez, ils lancent la toque et tout ça à l'américaine. Enfin, à l'américaine avant. Voilà. Avant, aux États-Unis, quand il y avait des universités, dans le temps, ils faisaient. Voilà. Connaissez-vous, mesdames et messieurs, le nombre de laboratoires qu'il y a à l'université de Nantes? Oui, c'est la com de l'université de Nantes qui m'a écrit ces questions, si vous posez. Non, à votre avis, parce que vous voyez la diversité des sujets, donc il y a vraiment énormément de laboratoires différents. Est-ce que vous direz qu'il y en a 26, 42 ou 64? Qui pense qu'il y a 26 laboratoires à l'université de Nantes? Ouais, 42? Ouais, 64? Voilà. Non, pas 64, faut pas exagérer. Il y en a le sens de la vie, de l'existence, de l'univers et tout le reste. Il y en a 42, évidemment. Évidemment, 42 laboratoires. Alors ce soir, vous avez 9 de ces laboratoires qui sont représentés et 4 laboratoires partenaires. Pour poursuivre cette soirée, je vous aurais bien proposé de faire 1 minute de silence pour la recherche américaine. On est beaucoup dans les milieux universitaires et puis amoureux de la science à être quand même très troublés par ce qui se passe en ce moment. Je préférerais plutôt qu'on fasse une ovation pour les chercheurs aux États-Unis qui doivent traverser une période compliquée et qu'on applaudisse les chercheurs qui tous les jours se battent pour que l'université tienne encore debout un jour de plus. Donc je voudrais que vous les applaudissiez tous. C'est un combat sans fin, le combat de la connaissance. Il y a des années, la France a offert aux États-Unis la Statue de la Liberté pour qu'ils gardent la flamme de la démocratie. Et là, on aimerait bien leur garder la flamme de la connaissance pour leur redonner quand ce sera terminé. Espérons que ça dure pas trop longtemps. Surtout pour les doctorants qui vont chercher un postdoc à un moment et que ce serait bien qu'ils arrêtent de... Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Alors, c'est parti. Je regarde dans les coulisses. Si tout va bien? Tout va bien? Tout va bien. Le prochain sujet de thèse qui va vous être présenté, c'est la mise en œuvre de composites biosourcés, approche multi-échelle et multi-physique. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin Gault.
Comment une vieille éponge de fond de placard peut nous aider à faire voler les avions de demain? Mais si vous savez, cette vieille éponge sèche, courbée et toute rapiécée qu'on ne trouve seulement au grand ménage de printemps. Comment, me direz-vous? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Je travaille sur des matériaux composites. Dans mon cas, ils sont constitués d'un tissu très résistant et souple dans lequel on vient infuser une résine pour figer la forme du tissu. Ça donne des matériaux très résistants et légers. Vous en avez sûrement entendu parler. Ce sont les matériaux constituant les éoliennes, les vélos de course ou encore les avions d'aujourd'hui. La plupart du temps, ces tissus sont faits en fibres dérivées du pétrole. Et ça, c'est pas fou pour la planète. Moi, je travaille avec un tissu 100% naturel et made in Normandie. Le lin. Eh oui, la plante. Sauf que le lin, ça gonfle avec l'humidité et la température. Comme des vêtements en coton tout gonflés après une lessive. Revenons à notre éponge. Imaginons que la partie jaune soit notre lin. La partie verte est notre résine. Quand on trempe l'éponge dans l'eau, la partie jaune gonfle et ramollit qu'elle absorbe l'eau. La partie verte maintient la forme de l'éponge. Pour notre composite, c'est pareil. Le lin va gonfler et ce gonflement va être bloqué par la résine solide qui l'entoure. Ça provoque des forces à l'intérieur de notre matériau que l'on appelle contraintes internes. Ces contraintes, elles vont provoquer des déformations, voire des fissures dans notre matériau, comme notre éponge lorsqu'elle est toute sèche et courbée. Et ces contraintes, elles apparaissent notamment lors de la fabrication et vont conditionner la forme de la pièce de son début jusqu'à sa fin de vie. Mon travail, c'est de comprendre le lien entre contraintes, déformation, fabrication et environnement. Pour ce faire, je fais passer un sale quart d'heure à mon composite. Je le brûle, je le tire, je le comprime, je le déchire, je le broie, et parfois le tout en même temps, en faisant varier mes conditions de température et d'humidité. Grâce à ces méthodes, franchement barbares, j'obtiens un modèle mathématique me permettant de relier contraintes et déformation. Puis, je positionne mes plaques composites dans les pires conditions environnementales possibles. Je mesure les déformations obtenues, et si elles sont en accord avec le modèle, bingo, ce dernier est valide. Ainsi, l'on aura donc un modèle permettant de prédire les contraintes et les déformations d'un matériau composite en fonction de sa fabrication, de son environnement, et ce, pour toute sa vie. Avoir des résultats précis avant même la fabrication, c'est plutôt fort, non? Et tout cela, on l'a fait en comparant un matériau aéronautique à une vieille éponge. Mesdames et messieurs, j'espère vous avoir réconcilié avec la vaisselle. Bravo, Benjamin. Merci. Vous pouvez crier hein, si j'enchaîne trop vite. Je vois qu'il y en a qui prennent pas trop de notes, alors j'essaie d'enchaîner quand même un peu. Le prochain sujet va nous parler de la navigation collaborative de robots mobiles autonomes en environnement dynamique et connecté. Je vous demande d'applaudir pour vous en parler Charlotte Beaune. Et si je vous parlais d'une technologie aux allures de super-héros? Elle peut voir à 360 degrés, détecter le danger plus vite que l'éclair et aider ma grand-mère qui perd la vue à avoir un peu plus de mobilité sur ses trajets. Et non, pas besoin de cap ni de collant. Comme vous l'avez peut-être deviné, notre super-héroïne s'appelle la voiture autonome. Et elle pourrait bien aider à résoudre quelques problèmes. Faire la transition vers le véhicule électrique, réduire la fracture de mobilité dans les campagnes, rendre nos trajets plus sûrs. Et on le sait maintenant, ce n'est plus de la science-fiction. Pourtant, en Europe, on préfère être prudent. Pas question de laisser rouler des voitures autonomes si elles ne sont pas les plus sûres possibles. Et en général, si des accidents arrivent, c'est parce que la voiture n'a pas réussi à bien prévoir ce qui allait se passer. Ça vous est tous déjà arrivé de croiser une trottinette qui déboule à une intersection ou
Une voiture qui ne met pas son clignotant dans les ronds-points, par exemple. Eh bien, dans ces cas-là, la voiture ne peut pas réussir à prévoir ce qui va se passer. Eh bien, moi, mon travail de thèse, ça consiste justement à prédire cet imprévisible pour aider la voiture autonome à éviter les accidents. Alors, j'utilise des modèles probabilistes qui me permettent de prédire l'évolution de la position des obstacles au cours du temps. En bref, si mon véhicule sait comment un obstacle peut se déplacer et avec quelle marge d'erreur, alors il sera capable de l'anticiper, de ralentir et d'éviter l'accident. Alors je simule sur mon ordinateur une situation de conduite en ville et je contrôle mes véhicules avec l'algorithme que j'ai développé. En observant les résultats de ma simulation, je peux ajuster les paramètres de mon modèle. Et voilà, mes véhicules peuvent se déplacer même quand la position des obstacles est incertaine. Mais attendez, imaginez cette fois-ci que mon véhicule arrive à une intersection et qu'une camionnette lui bouche la vue. Comment va-t-il faire pour éviter le piéton qui passe juste derrière? Ok, pas de panique. Moi, on m'a toujours dit que la communication, c'était essentiel. Eh bien, pour la navigation autonome, c'est pareil. Je vais faire parler mes véhicules entre eux. Donc imaginez maintenant que mon véhicule a une coéquipière postée à l'autre bout du croisement. Celle-ci peut lui communiquer la position d'obstacle qu'il n'a pas réussi à bien détecter. Attention, piéton à 11h, trottinette à 3h, maintenant plus rien, go! Et voilà, comme ça, toute ma flotte de véhicules peut se coordonner de façon sécurisée. Donc finalement, la navigation autonome, c'est comme un match en équipe. L'essentiel est d'être le plus tactique possible et d'anticiper les actions des autres joueurs sur le terrain. Mais attention, pas question de jouer les héros en solo, parce que tout seul, on va pas très loin, et à plusieurs, on évite les accidents. Bravo Charlotte, et merci mille fois. Ça discute, ça débat, ça réfléchit. La 11e concurrente de ma thèse en 180 secondes va vous parler de l'impact à long terme de l'immunité post-septique. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Cécile Poulain. Vous vous souvenez de l'accident de voiture de Papy Jackie en 2008? Mais si, il le raconte à chaque repas de famille. 17 jours de réanimation, 10 jours de coma artificiel et une grosse pneumonie. Eh bien, Papy, il ne le savait pas, mais sans tout ça, il n'aurait peut-être pas fait son infarctus 9 mois après. Mais c'est quoi le lien entre son accident, sa pneumonie et son infarctus? C'est là que ça se complique un peu. Je vais vous l'expliquer. Dans notre corps, on a plein de cellules qui constituent les défenses immunitaires. C'est aussi ce qu'on appelle les globules blancs. Toute la journée, ils passent de notre sang aux différents organes. Ils ont beaucoup de fonctions et luttent contre toutes sortes de maladies. Les infections, les cancers. Sans eux, un simple rhume et hop, nous serions morts. Nos globules blancs apprennent beaucoup de choses au cours de leur vie. À chaque fois qu'ils luttent contre une maladie, ils gardent des cicatrices. À chaque combat, ils apprennent de nouvelles choses. Ainsi, si je compare les vôtres à celles de votre voisin, les cicatrices ne seront pas au même endroit et vos cellules auront des tactiques de combat différentes. Quand on est hospitalisé en réanimation, on a un grand risque de faire une pneumonie sévère. Là encore, nos globules blancs apprennent de nouvelles choses. Parfois, les cicatrices n'ont aucune influence. Et puis parfois, elles vont favoriser la survenue de plaques de gras dans nos artères. Et ça fait qu'on développe des maladies cardiaques. Dans le cadre d'un grand projet européen, on étudie ce lien entre pneumonie et maladies cardiovasculaires. C'est dans ce grand projet que s'inscrit ma thèse. Mon objectif, c'est de déterminer quelles cicatrices sont mauvaises et vont favoriser l'évolution des maladies cardiaques, et lesquelles sont bonnes et vont protéger. En pratique, mes journées, je les passe entre le laboratoire et l'hôpital. Je récupère les globules blancs du sang des patients qui ont guéri d'une pneumonie
et je les compare à ceux de patients qui ont une maladie cardiaque ou qui, au contraire, n'en ont pas. Pendant des heures de préparation, je mets les cellules en contact avec différents marqueurs de couleur qui vont s'accrocher aux cicatrices. Et ensuite, je mets tout ça dans une grosse machine qu'on appelle un cytomètre en flux. Ce cytomètre va faire passer les cellules une à une devant plein de lasers qui vont pouvoir détecter tous les marqueurs de ces couleurs qui se sont accrochés à mes cellules. Et après, il n'y a plus qu'à analyser tout ça derrière un ordinateur. Pour faire toute mes préparations, ça me prend du temps, mais j'avance. En un peu plus d'1 an, j'ai réussi à déterminer quelle cicatrice j'allais regarder, avec quel marqueur de couleur, et vérifier que j'arrive bien à tout détecter. Et maintenant, je commence à analyser mes premiers échantillons. Il est beaucoup trop tôt pour avoir des résultats. Il faudra attendre la fin de la thèse pour ça. À long terme, j'espère ainsi pouvoir orienter le suivi des patients rien qu'en analysant leur défense immunitaire. Ah, si seulement j'avais pu analyser celle de Papy Jackie, j'aurais pu l'envoyer chez le cardiologue et il ne l'aurait peut-être pas fait, son infarctus. Merci Cécile. Le 12e candidat de ma thèse en 180 secondes, édition 2025, va vous parler de cybercriminalité et de compétences internationales de la loi pénale. Je vous demande d'applaudir Aboubacar Sanou. Ils rôdent chez vous tout en restant chez eux, même à distance. Vos comptes bancaires, vos courriels, vos vies intimes, les secrets d'État, plus rien ne leur échappe. Mais comment? Par l'intermédiaire de l'Internet. Mesdames et messieurs, je travaille sur la cybercriminalité et la compétence internationale de la loi pénale. En effet, l'Internet défie les frontières, n'a aucune limite territoriale. C'est un accélérateur. C'est aussi et surtout un couteau à double tranchant. Ça, les cybercriminels l'ont bien compris. Ils s'en servent malicieusement et ingénieusement pour trancher leurs cibles. Les États, eux, se retrouvent dans des difficultés pour exercer leurs poursuites pénales. En effet, l'un des grands principes en droit pénal est le principe de territorialité. Ce principe signifie que les États exercent la poursuite des infractions commises sur leur territoire. Or, les cybercriminels peuvent facilement viser plusieurs territoires à la fois. Insatisfaits du principe classique de territorialité, les États vont étendre ce principe en adoptant la théorie de l'ubiquité. Celle-ci consiste à localiser l'infraction à la fois au lieu de l'action et au lieu du résultat du dommage. Tels des enfants qui se tiraillent pour savoir qui aura droit à la télécommande, chaque État visé voudra exercer sa poursuite contre les mêmes cybercriminels. Nous aboutissons ainsi à ce qu'on appelle en droit un conflit de compétences pénales. La compétence pénale est simplement l'aptitude qu'a un État à se saisir d'une infraction. Cela dit, imaginez que des cybercriminels nigérians, russes et chinois attaquent en complicité le système informatique d'une société de trains de France. Le système est paralysé, donc plus de trains. Ça devient complexe. Imaginez ensuite que cette cyberattaque ait été coordonnée depuis Bruxelles et Berlin. Sur le fondement de la théorie de l'ubiquité, la France voudra exercer sa poursuite contre les cybercriminels, le dommage ayant eu lieu sur son sol. La Belgique et l'Allemagne voudront faire de même, l'infraction ayant été commise depuis leur sol. Il n'y a aucun consensus international sur ce problème. Alors que faire? Pour résoudre cette épineuse question, je vous invite dans mon laboratoire, meublé par de gros livres poussiéreux et non par des microscopes. Là, j'analyse des lois et la jurisprudence des pays européens.
Mon objectif est de trouver un meilleur critère de compétence pénale qui permettra à un seul État d'exercer sa poursuite, même si plusieurs États sont affectés. Merci, Aboubacar. La 13e candidate de ma thèse en 180 secondes va vous parler des particules issues de l'usure des pneumatiques et de la route. Analyse, imprégnation dans le continuum terre-mer et risques associés, c'est bien ça? C'est bien ça. Je vous demande d'applaudir Louisa Landebry. J'adore les jeux d'enquête. Chercher, comprendre, identifier. Aucune énigme ne me résiste. Et aujourd'hui, je suis au cœur d'une enquête criminelle de grande ampleur avec 3 ans pour la résoudre. Voici les faits. Fiche d'identité du gang, les particules de pneus. Composées de caoutchouc, d'additifs et de bien d'autres éléments, ce gang est produit à chaque rotation du pneu sur la route. Il est accusé ici de se répandre largement dans l'environnement et d'être toxique. Je me transforme ainsi en Sherlock Holmes des temps modernes. Mon enquête commence sur les routes, où ces particules sont émises. Là, il est facile de les retrouver, elles sont comme chez elles. Mais où vont-elles sévir ensuite? Dans quels écosystèmes se cachent-elles? Je suis leur piste pour mieux comprendre leur voyage. J'en ai déjà repéré 2, des complices, l'air et l'eau. L'air escorte les plus petites particules sur de longs trajets, tandis que l'eau, plus pragmatique, les convoie toutes sur des distances plus courtes. Je me rends alors sur le terrain pour relever des indices. Échantillons de sol ou de sédiments de Loire, rien ne m'échappe. Même l'hypothèse qu'elles pourraient finir leur course dans l'océan, voire nos assiettes. Mais c'est au laboratoire que le vrai interrogatoire commence. Ces particules sont de petites fugitives, presque invisibles à l'œil nu et surtout bien dispersées. Heureusement, j'ai un atout de taille pour leur faire cracher le morceau, la pyrolyse couplée à la chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse. Ce nom paraît compliqué, je sais, mais en clair, c'est l'instrument parfait pour faire leur portrait robot, relever leurs empreintes et peut-être trouver leur planque. Comme tout bon détective, je compare alors leurs empreintes chimiques à une base de données et là, bingo, identification confirmée. Entre nous, je peux déjà vous partager les premiers éléments de l'enquête. Il s'avère que j'ai effectivement localisé des particules dans des prairies et aussi dans la Loire. Mais attention, l'enquête est loin d'être terminée. Je veux être certaine de ne pas accuser de pauvres innocents. Il arrive parfois que des éléments naturels laissent des traces très similaires à celles de mes particules. C'est bien ma veine. C'est là que j'améliore ma méthode de détection pour être sûr de mes résultats, car je refuse de livrer de fausses informations aux juges scientifiques. Ma prochaine mission est de prouver la culpabilité de ces particules. Est-ce vraiment elles les coupables ou leurs additifs? Pour répondre à cette question, je confronte des organismes vivants de la Loire à différents profils de suspects et j'analyse leur comportement. C'est ainsi que je saurai qui est le véritable chef du gang toxique. Mon enquête avance et j'espère qu'au bout de ces 3 ans, je pourrai déposer mon rapport et enfin dire « élémentaire, mon cher public ». Je vous laisse quand même un peu noter, un peu de lumière.
Le 14e candidat de ma thèse en 180 secondes. Son titre de thèse est « Auscultation des câbles dans les culots d'ancrage des ponts suspendus et à Auban ». Je vous demande d'applaudir Raphaël Jeunesse. Imaginez, vous partez en vacances, direction les routes de campagne, pour profiter des paysages bucoliques. Tout se passe bien, jusqu'à ce que vous tombiez sur un pont à câbles, avec un panneau « Déviation ». 30 minutes de détour. Parfait pour admirer la nature. Et je vous arrête. À l'arrière de la voiture, les enfants ne voient pas la chose du même œil. Pour eux, ce détour, c'est un obstacle entre eux et leur triple salto arrière dans la piscine du camping. Et là, vous vous demandez, pourquoi ce pont, avec un tablier, des pylônes, des câbles, qui vous semblent en parfait état, est-il fermé? Et en effet, sur les ponts, certaines zones sont visibles et d'autres pas. Mais comment s'assure-t-on de l'état des parties que l'on ne voit pas? Eh bien, on ferme ou non le pont pour effectuer des contrôles spécifiques sur ces zones. Prenons les câbles. Une partie critique se situe à leur entrée dans les culots, aux extrémités du pont. Imaginez que le culot agisse comme un gant pour le câble. Une fois enfilé, comme votre gant sur votre main, il disparaît. Et là, gros défi, car il n'existe pas de technique de contrôle fiable pour ausculter cette zone. Mais mes recherches se concentrent sur le développement d'une technique de contrôle pour ausculter les câbles dans leur culot. Elle consiste à transmettre un signal à travers le culot et à le récupérer sur le câble. Un peu comme si je transmettais un signal à travers votre gant à partir de vos doigts jusqu'à votre poignet, pour voir l'état de votre main, en comparant la forme et la puissance du signal à une main de référence, sans défaut, au hasard comme la mienne, je vais pouvoir diagnostiquer votre main. Bon, c'est pas si simple, car il y a de nombreux paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un au loin, et vous demandez si c'est un homme ou une femme, vous allez alors regarder des caractéristiques. Je vous montre. Oui, vous là-bas, là, avec vos longs cheveux blonds, vous êtes sûrement une femme. Comment ça, non? Bon, ça marche pas à tous les coups. Et pourquoi? Car certaines femmes ont les cheveux courts et certains hommes ont les cheveux longs. Il est alors nécessaire de regarder d'autres caractéristiques pour ne pas se tromper. Avec les signaux, c'est pareil. Si je regarde qu'un seul paramètre, je vais être limité dans mon diagnostic. Il faut alors croiser les paramètres les plus pertinents pour être le plus fiable possible. Après avoir accumulé un grand nombre de signaux avec mes culots de référence, je vais pouvoir me constituer une bibliothèque que je vais utiliser lorsque j'irai ausculter des culots sur les ponts. Et là, vous dites, mais c'est génial, il va ausculter des ponts connus comme le pont de Saint-Nazaire. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, ce sont les ponts dans les zones rurales, ceux que l'on croise dans les petits villages lorsque l'on part en vacances, et où personne ne sait vraiment à qui ils appartiennent. Ma technique pourrait devenir une solution efficace pour ces ponts, en localisant précisément les zones de dégradation afin d'ajuster les réparations pour améliorer la sécurité et réduire leurs coûts. Une avancée pour préserver ces beaux ouvrages et un pont vers de nouvelles possibilités. Nous arrivons à l'avant-dernière candidate de cette belle soirée. Elle va vous parler du rôle des lymphocytes T régulateurs en transplantation rénale. Je vous demande d'applaudir Margot Verdon. On peut tous donner un rein, mais pas à n'importe qui. Quand un rein arrive dans un nouveau corps, il arrive qu'il ne soit pas très bien accueilli. En cause, notre système immunitaire. Normalement, il est là pour nous protéger contre de potentielles attaques extérieures, comme les virus ou les bactéries. Mais dans le cas de la greffe, il arrive que le système immunitaire perçoive le nouveau rein comme une potentielle attaque et essaye de le détruire. C'est ce qu'on appelle le rejet de greffe. Et chaque année, dans le monde, ça touche plusieurs dizaines de milliers de patients. Pour essayer d'éviter ce rejet,
On donne aux patients des médicaments qui suppriment leur système immunitaire. Mais ces médicaments viennent avec de nombreux effets secondaires. Et si je vous disais qu'au sein du système immunitaire, il existe déjà une cellule capable de faire ce travail, le lymphocyte T régulateur. Son rôle ? Contrôler le système immunitaire et éviter qu'il ne fasse des bêtises, comme détruire un rein dont le corps a besoin, par exemple. Le hic, c'est que chez les patients qui font un rejet, on voit que ces lymphocytes T régulateurs, ils ne fonctionnent pas très bien. Mais ça, on ne s'en rend compte qu'une fois que le mal est fait. Nous, ce qu'on pense au laboratoire, c'est que pour bien fonctionner, le lymphocyte T régulateur va avoir besoin, au moment de la greffe, d'un petit coup de pouce, ou plutôt d'un coup de foudre. Mais ce coup de foudre, on n'arrive pas à le prévoir à l'avance. Pour l'instant, moi, je me suis glissée dans le rôle de Cupidon. Quand un patient s'apprête à recevoir un nouveau rein à l'hôpital de Nantes, je récupère son sang et je trie les cellules qui m'intéressent, les fameux lymphocytes T régulateurs. Je les mets ensuite en contact avec les cellules du rein pour mimer leur première rencontre. Et là, je regarde comment les lymphocytes T régulateurs se comportent pendant ce premier rendez-vous. 2 scénarios sont alors possibles. Premier scénario, le lymphocyte T régulateur va tomber amoureux du rein. Il va se multiplier et produire plein de petites molécules qui pourront protéger le rein après la greffe. Deuxième scénario, le lymphocyte T régulateur va rester complètement indifférent au charme du rein. On sait qu'il ne pourra rien faire pour le protéger. Il faudra trouver un autre moyen d'éviter le rejet, ou même trouver un autre rein. Bon, comme tous les coups de foudre, on ne sait pas vraiment pourquoi les lymphocytes T régulateurs tombent amoureux de certains reins et d'autres non. Mais ça, c'est la suite de ma thèse. Déchiffrer tous les mécanismes qui font que ce coup de foudre est possible et surtout, comprendre comment le lymphocyte T régulateur fait tout ce qu'il peut pour protéger le rein qu'il aime. L'idée, à terme, c'est d'aider les médecins à mieux choisir les reins à greffer, mais aussi d'adapter les médicaments qui suppriment le système immunitaire pour éviter tous leurs effets secondaires. Ce qu'on espère, c'est que grâce à des petits cupidons de laboratoire comme moi, on fasse des couples donneurs-receveurs parfaits, qu'il n'y ait plus jamais de rejet, et à la fin, tout est rein qui finit bien. Elle est prête, on ne va pas la faire attendre plus longtemps. La 16e candidate de ma thèse à 180 secondes, édition Nantes 2025, va vous parler de la dynamique et de l'impact du stress thermique sur le comportement des boiteries et des performances zootechniques des vaches laitières dans le Grand Ouest. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Anne, Cécile, tout le monde. Vous non plus, vous ne savez plus comment vous habiller le matin. J'ai peut-être une solution pour vous. Et si vous portiez la même tenue toute l'année? Et pourquoi pas 3 pulls bien épais et en guise d'accessoire, un tuba sur la tête pour respirer. L'hiver, vous êtes couverts, mais l'été, sous 25 degrés, ça va vite devenir insoutenable. Absurde, me diriez-vous? Eh bien, pas tant que ça, parce que c'est exactement ce que vivent les vaches laitières. Avec leurs 3 couches de cuir bien épaisses et une faible capacité respiratoire, produire du lait sous la chaleur est un défi de chaque instant. Et avec le réchauffement climatique, ça ne va pas s'améliorer. D'ici 2100, notre belle région Grand Ouest connaîtra jusqu'à 3 mois de jours chauds supplémentaires. Des jours où la température dépasse les 25 degrés. Et nos vaches, elles, ne peuvent ni retirer leur couche de cuir, ni ralentir de trop la production. Alors, comme nous, elles préfèrent se réfugier dans les bâtiments d'élevage, à l'ombre et bien au frais. Et ce sont nos éleveurs, eux, qui redoublent d'efforts pour maintenir des températures ambiantes agréables. Ils ouvrent les fenêtres, créent des courants d'air et, quand ils le peuvent, allument les ventilateurs et les brumisateurs. Mais l'eau et l'électricité, ce sont des énergies qui coûtent cher et mal utilisées, ils peuvent réchauffer l'animal à défaut de le refroidir. Et c'est là que j'interviens.
Mon rôle, en tant que chercheur, c'est d'accompagner ces marathoniennes du lait face à un climat imprévisible. Comment? En suivant nos championnes tout au long de la course. Pour ce faire, j'ai une panoplie d'outils dignes de sportifs de haut niveau. Le premier, des caméras qui filment et notent leurs moindres faits et gestes 24 heures sur 24. Le deuxième, des robots de traite qui me donnent le volume exact de lait produit par jour et par vache. Et le dernier, c'est moi, car pour certaines mesures de santé, rien ne remplace le regard aiguisé de l'expert. Alors j'observe la qualité de la foulée de chaque vache pour m'assurer que la course se déroule sans encombre. Et après une année de mesure, j'ai observé quelque chose d'étonnant. Sous la chaleur, les vaches restent beaucoup plus longtemps en position debout et immobile. Ainsi, l'air circule mieux autour d'elles et ça les refroidit davantage. Mais ça crée aussi de la gêne et de la douleur au niveau des pattes. Alors mes vaches ne se déplacent plus, ne mangent plus et ne produisent plus de lait. Pour casser ce cercle vicieux, mes 2 dernières années de thèse visent à accompagner l'éleveur et toute son équipe. L'éleveur a optimisé l'utilisation de l'eau et de l'énergie. Le vétérinaire a mieux détecté les troubles de santé causés par la chaleur. Les généticiens a sélectionné les vaches qui intégreront les troupeaux de demain. Et vous tous ici, à vous garantir une production de lait durable, respectueuse de la planète et du bien-être de la vache, même quand le thermomètre s'emballe. Ouf. Je sais pas pour vous, mais moi ça me stresse à chaque fois le chronomètre. Un peu aussi ou non, ça va? Un peu. Personne n'a trébuché cette année, vous devez être déçus. J'imagine que vous étiez venus pour ça. Je suis désolé. Voilà, ça peut pas être tous les ans. Voilà, dommage. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, une dernière fois, d'applaudir les 16 candidats de ma thèse en 180 secondes. Merci 1000 fois. Merci vraiment de vous être prêtés au jeu. Merci, merci, merci. Vous imaginez qu'ils ont dû quand même passer... là, ça fait combien de temps que vous êtes en thèse? 1 an, 2 ans? Certains, peut-être, ils attaquent leur 3e. Imaginez le nombre de rendez-vous qu'ils ont fait, de gens qu'ils rencontraient dans une soirée comme ça, au détour d'un café. Il fallait leur expliquer ce qu'ils faisaient en thèse. Voilà, ça n'a pas dû prendre 180 secondes, généralement. Maintenant, vous êtes armés. Vous pourrez affronter ces situations sociales. Le regard haut et le front léger. Alors, mesdames et messieurs, ce que je vous propose de faire maintenant, ça va être de voter. Est-ce que vous vous sentez prêts? Oui, vous avez besoin de faire des petits colloques, des petits débats, de comparer un peu vos résultats, de réussir à modéliser deux, trois phénomènes, deux, trois dynamiques particulières. Ou reprenez vos notes, regardez la page 1, la page 4, la page 5. Alors le jury peut nous quitter, voilà, pour aller délibérer. Voilà, enfin, partez pas trop loin, hein, revenez. Mais allez-y, on va vous attendre. Je vais en profiter pendant que vous m'écoutez mollement pour vous faire 2-3 rappels. Ce soir, nous allons avoir 7 candidats qui vont être qualifiés. Il y en a 4 qui vont être choisis par le jury. Il va y en avoir 2 qui vont être choisis par les votes du public non scolaire, on va dire, et un qui va être choisi par les lycéens en haut, les collégiens. Alors les scolaires, est-ce que vous passez une bonne soirée? Ouais? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire une thèse, du coup, maintenant? Ouais, non, pas trop. C'est chaud aussi. Ça met du temps à venir, la vocation. Est-ce que vous pensiez, vous qu'au lycée, vous feriez une thèse? Non. Je vous demande pas si vous avez envie d'en faire une, maintenant que vous y êtes.
C'est un peu tard. Mais on voit déjà dans tous les savoir-faire que vous nous avez présentés l'étendue de ce que vous avez travaillé, la capacité de synthèse, la curiosité pour des sujets différents. Alors on va commencer par les scolaires parce que je pense que c'est les plus efficaces. Eux ils vont encore à l'école donc ils ont les neurones qui marchent encore à peu près. Vous avez ici tous les candidats devant vous, vous les avez dans votre petit livret. Est-ce que vous avez le droit d'avoir des téléphones à vos âges tout là-haut? Non? Non. Alors on va en avoir besoin. Donc si les profs séquestrent vos téléphones, il faudrait qu'ils vous les rendent. Si vous a demandé de les éteindre, il faut les rallumer. Si vous n'en avez pas, merci, bravo, vous êtes l'avenir de l'humanité. Alors on va vous mettre le protocole pour les scolaires. Donc tout en haut, voici un numéro de téléphone. C'est le truc qui finit par 06. Qui commence, pardon. 06 44 60 96 62. Il faut que vous lui envoyiez le message @mt25scol. Voilà. Ce qui, en langage crypté, veut dire ma thèse 2020. J'ai pas le code. Trop compliqué. Une fois que vous avez envoyé ce code, @mt25scol, ça marche. Vous envoyez un deuxième texto avec le numéro du candidat pour lequel vous voulez voter. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous y arrivez actuellement? Si vous n'y arrivez pas, criez. Nous avons des gens spécialement recrutés pour ce soir pour venir vous aider dans cette action. 06 44 60 96 62. Pour voter pour Louisa, tapez le 13. Votez pour Raphaël, le 14. Est-ce que c'est bon? Non, 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 allez-y, allez-y, prenez votre temps, prenez votre temps. Il y a donc un des candidats qui sera choisi par les scolaires et qui ira la semaine prochaine à Angers pour l'étape régionale. Est-ce que vous avez au moins enregistré le numéro de téléphone? C'est bon, vous avez envoyé le premier message? Ouais, on est bon. Alors, mesdames et messieurs, pour le reste du public, c'est le même numéro de téléphone. Vous pouvez commencer à le mettre dans votre téléphone. Ça va pas être le même code. Est-ce que tu peux mettre le deuxième code pour le vote du public? Vous devez donc envoyer le code @mt25 public. Et ensuite envoyer un deuxième SMS à part dans un second temps, dans une phase postérieure, avec le numéro du candidat pour lequel vous votez. Alors vous pouvez envoyer, nous allons envoyer 2 candidats ce soir, mais vous ne votez que pour une seule personne, hein. Ce sera les 2 premiers qui vont y aller. Vous ne pouvez voter qu'une fois. Voilà. On est désolé, à moins que vous ayez amené plusieurs cartes SIM. Voilà. Mais vous êtes peut-être des cybercriminels. Dans ce cas-là, faites attention. Est-ce que vous avez à peu près tous réussi à envoyer les textos? Alors, le deuxième texto est gratuit, mais le premier est juste à 12 €. Voilà. Faut financer la recherche. Il y a des tests de subvention. Est-ce qu'il y en a, ça marche pas? Dites-moi, hein, je peux venir vous aider.
Ça marche ? Les jeux sont faits ? Non. Non. Mais je vais quand même inviter les candidats à venir me rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Venez avec moi. Venez vous asseoir juste ici, tous ensemble. Je vois qu'il y a des fans dans le public. Des supporters. Il y a des grandes banderoles, tout là-haut, magnifique. Avec des vaches dessus. Trop la classe. Ah, c'est toujours la même qui commence en fait. Bon alors, comment ça s'est passé? Très bien. Ça va? Vous vous sentez détendu maintenant Oui. de manière détendue? Moi, je voulais peut-être vous poser, on n'en a pas tellement parlé, comment s'est passée la formation? Parce que finalement, là, c'est le résultat d'une petite formation que vous avez eue pendant votre thèse. Un micro est arrivé jusqu'à toi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation? Comment ça s'est passé? Combien de mois vous avez eu pour travailler votre performance de ce soir? Alors, ça a commencé en novembre pour la première journée de formation et jusqu'à là, donc c'est plusieurs mois de travail acharné, bien sûr. Et non, voilà. C'est important quand on a une thèse sur 3 ans à faire d'avoir une opportunité de procrastiner. Voilà, c'est très important. C'est vrai. D'avoir de temps en temps une échappatoire qui permet de... en vrai, est-ce que ça vous a fait du bien d'avoir ce recul, ce temps de réflexion, de jeu un peu avec la thèse, où j'imagine que c'est quand même un Everest à gravir. Là, finalement, bon, c'est une colline qui m'entraide, mais voilà, c'est sur un temps plus court, ce texte à écrire. C'est vrai que c'est quand même intéressant comme exercice, parce qu'on est obligé de se demander à quoi ça sert ce que je fais. Et c'est vrai que des fois, on est un peu perdu dans nos travaux très techniques, et prendre un peu de recul et se dire, ok, ça sert à quelque chose, c'est quand même satisfaisant, je trouve. Vous avez senti la même chose aussi, ce temps de recul pour expliquer? On dit souvent que pour réussir à bien expliquer un truc, faut l'avoir vraiment bien compris. Et qu'en fait, c'est hyper dur de simplifier quelque chose de compliqué. Il faut vraiment l'avoir hyper clair en tête. Et finalement, c'est là qu'il devient simple. Vous avez eu un peu ce choix entre différentes dimensions de votre thèse? Parce que j'imagine qu'aussi, ce qui est dur, c'est pas de savoir de quoi vous allez parler, c'est de quoi vous allez pas parler. Est-ce qu'il y en a pour qui ça a été particulièrement dur de faire ce choix-là? Justement, je pense que ça fait partie d'un truc qu'on apprend en thèse, c'est s'entourer. Et finalement, on peut s'aider de ses camarades et de ses encadrants pour nous aider aussi un peu à filtrer ou sélectionner les informations qui nous paraissaient importantes et en fait qui s'avèrent pas du tout nécessaires. On s'en fout. Il y a un moment où on va dire, non, ça, cette partie-là, on s'en fout. Mais si, c'est super. Non, on s'en fout. Okay. Ouais, c'est vraiment un travail collectif. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui font partie de votre laboratoire, peut-être? Qui sont venus vous encourager? Ouais. Combien de fois vous l'avez entendu Est-ce qu'elle vous l'a fait 4, 5, 6, 10 fois, un peu, depuis les derniers mois ou pas tant? C'était quand même une surprise? Non. Chez nous, que 2 fois, mais je sais pas vous. Ouais. 2 shows, pas plus. Alors, peut-être je pourrais proposer à des scolaires de me rejoindre. Peut-être qu'eux, ils ont des questions. Ouais, il y en a qui veulent descendre pour venir sur scène avec nous. Peut-être que vous avez quelques questions à poser. Alors, c'est ça qui est très frustrant hein, dans ma thèse en 180 secondes. C'est que chacun des sujets, on aimerait en savoir plus, parce que ça dure trop peu de temps. Donc, il y en a qui avaient noté des questions un peu qu'ils voulaient poser aux candidats.
Bonjour madame, bonjour messieurs. Est-ce que c'est allumé? Alors si tu parles, attends, vas-y, essaye de chanter une chanson peut-être. Ou bonjour, dis bonjour à un copain là-haut. Non, c'est pas allumé. C'est pas, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez commencer s'il vous plaît? Attends, vas-y. Alors merci beaucoup d'être là avec nous ce soir et merci de monter sur scène avec nous pour poser des questions. Venez un petit peu plus près, sinon vous ne serez pas dans la lumière, c'est dommage. Ouais. T'as vu, hein? Avec la lumière, ça aide un peu. Alors, est-ce que vous aviez une question peut-être pour les candidats ce soir? Pour comparer, combien de temps vous avez mis à écrire votre thèse comparé au temps que vous avez mis à la vulgariser? Alors, je pense qu'on n'a pas tous fini de l'écrire, voire pas tous commencé à l'écrire. Et pour l'écrire, le texte, ça prend du temps quand même. On fait en général plein de versions qu'on relit, on le fait relire, on fait des modifications. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. On a tous écrit pas loin d'une dizaine de versions. C'est un peu un travail d'un article, c'est quelque chose qui est plus resserré, qui est plus un texte de synthèse. Avec un travail bibliographique qu'un article, je vous l'accorde, mais... C'est beaucoup plus court qu'un article en tout cas. Mais oui, c'est vraiment une synthèse très très courte de ce qu'on a fait, et en plus il faut le vulgariser, ça prend un peu de temps. Merci. Et la part de rédaction juste de votre thèse, vous diriez que c'est quoi? C'est la dernière année? C'est les derniers 6 mois parce qu'on a procrastiné les premiers 6 mois de la dernière année et que... Oui. Parce que ça fait à peu près combien une thèse en général? Alors, je ne parle pas d'un rendu de stage qui est en médecine. Souvent, c'est 3 ans la base, et puis après, ça peut s'étendre 4, 5, 6. 4, 5, 6 ans, et du coup, ça fait quoi? Ça fait 200 pages, quoi. Ça dépend des domaines. Ça fait entre 150 et 200 pages. Alors, c'est assez marrant parce que les docteurs, ceux qu'on appelle docteurs, qui ont fait médecine, juste, leur doctorat, eux, il fait 40 pages. Hein, donc, voilà, ce sont des docteurs. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que le concours Ma thèse en 180 secondes vous aide à préparer votre future soutenance? Alors, j'aurais tendance à dire que oui, parce que l'occasion de faire ce travail de vulgarisation, ça donne vraiment la possibilité de porter un nouveau regard sur sa thèse avec un peu plus de recul, et on arrive à trouver d'autres mots pour expliquer son travail, ce qui est, je trouve, utile pour se préparer au mieux au jour de la soutenance. Et puis l'interprétation scénique, le fait d'être devant un public, le fait de gérer son stress, j'imagine aussi, c'est quand même impressionnant d'avoir la salle, mais j'imagine d'avoir la livraison d'autant d'années. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu travailler le fait d'être devant le public. Oui, et je pense que le mieux c'était de prendre du plaisir pour le faire, et après ça passait tout seul. Enfin, je pense que tout le monde, on a pris tous du plaisir pour le faire, et pour tout le monde ça s'est bien passé, donc c'est cool. Merci. Est-ce que vous avez une autre question? Il y en a une là-bas. Mais en fait, si vous aviez l'occasion de refaire votre thèse, est-ce que vous le feriez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est le moment de le dire, vous pouvez y aller, on sait que vous êtes à mi-parcours, des fois il y a des passages à vide. Merci pour cette question. Si tu refais, tu y vas ou pas? Alors, l'occasion de la refaire, alors c'est vrai que ça dépend de chacun, hein. Chacun aura sa propre réponse, mais c'est tellement d'efforts et d'implications que c'est rare quand on se dit on va refaire la thèse, même à imaginer de la refaire. Des fois, on se dit oui, forcément avec le recul, on peut se dire tiens, si j'avais su, j'aurais fait différemment, je me serais orienté différemment, j'aurais écrit différemment. Mais ça, évidemment, à l'instant T, on peut pas le savoir. Et après, on fait au fur et à mesure. Simplement. Merci. Bonsoir. Moi, je me posais la question, en plus du travail que vous devez fournir, pourquoi se mettre une charge en plus pour cet exercice? Et plus précisément, qu'est-ce que vous attendez, enfin, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement de faire ça? C'était pas dans la fiche de poche, vous avez déjà assez de taf comme ça, pourquoi vous n'êtes pas payé plus cher?
Merci pour la question. Je pense que, en fait, on est tellement dedans, on est tellement dans notre sujet très précis, assez technique, où en fait, on n'est pas tellement, même en France, à travailler sur ce sujet-là, que ça permet d'expliquer déjà aux gens, d'une certaine manière, pourquoi ils payent des impôts. Deuxième point, ça permet aussi, pour nous-mêmes, d'expliquer et de faire expliquer notre sujet et d'apprendre à expliquer un sujet qui est très technique à un public du coup qui n'est pas dans ce sujet-là. Et d'une certaine manière, c'est toujours utile dans la vie de tous les jours, que ce soit pour un entretien, que ce soit quand on discute avec des gens, ou même apprendre à expliquer un sujet vraiment très technique, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir un peu là-dessus. Pourquoi y aller plutôt que de faire une sieste de plus? Moi personnellement, en fait, c'est tout simplement pour partager la science, parce que en fait, on s'intéresse beaucoup à des domaines différents, et parfois on a juste envie de partager notre passion, par exemple, avec d'autres personnes, et voir que être en thèse, c'est pas que galère, c'est pas bac+8, c'est trop d'études et tout, mais c'est vraiment un plaisir aussi, et en vulgarisant un peu ce qu'on fait, ils essayent, les gens commencent à comprendre un peu ce qu'on fait et comprennent pourquoi on aime bien faire ça, tout simplement. Mieux comprendre le monde, ça le rend plus vaste, plus beau, plus cool à habiter. Est-ce que quelqu'un a une autre question? En termes de temps, ça vous a demandé combien de temps de faire ces 180 secondes? Vous me suivez ou pas? 3 mois, je pense, entre les premières ébauches et les répétitions multiples dans toute situation, faire la cuisine, faire la vaisselle, sous sa douche, devant sa grand-mère. C'était pas à temps plein, hein, parce que oui. Non, parce qu'à côté on fait notre thèse quand même. Voilà. Enfin, c'est une activité annexe, quoi. Je pense que vous êtes d'accord. Il faut savoir que la vie des enseignants-chercheurs, même après, est faite de tout un tas d'expériences différentes en dehors de la recherche. Donc c'est important déjà maintenant d'être flexible, d'avoir plusieurs défis en même temps, parce que ce sera le cas après. Il y a une autre question? Oui, je suis là. Ça marche. Du coup j'avais une question. Pour le track, vous avez fait comment pour le gérer du coup? Les médicaments? C'était quoi votre technique? On a appris des petits exercices avec les formations scéniques qu'on a pu suivre pendant toute la formation MT 180. Donc il y a Adrien qui est dans le public qui nous a appris plein de choses pour faire passer le track et tous ensemble. On peut applaudir les formateurs d'ailleurs, Adrien. Donc tous ensemble, sans Adrien, on a tout refait en haut avant de descendre. Et, voilà. Et après, je pense qu'on avait quand même le track, mais voilà, ça s'est bien passé. C'est bien, c'est nécessaire un peu aussi pour être concentré, focus. Est-ce que vous aviez une autre question? Moi, je voulais juste demander si la thèse que vous avez choisie, si elle n'avait pas abouti, vous aurez fait comment? Si finalement les jurys, qui sont quand même les premiers jurys, ceux qui ont validé votre sujet de thèse, qui vous ont financé votre thèse, vous auriez fait quoi d'autre, quoi, si vous n'aviez pas pu faire la thèse, c'est ça, hein? Oui, si elle n'aurait pas abouti. T'aurais voulu être un chanteur, peut-être? T'aurais voulu être un... Moi, de ma connaissance, de ce que j'ai entendu, en fait, c'est très très rare où tu valides pas vraiment ta thèse, sauf si vraiment tu es quelqu'un qui travaille. Ah oui, tu as fait ta thèse et à la fin, on te la valide pas. Ah oui, oui. C'est ce que j'ai compris. Mais c'est qu'est-ce que tu aurais fait à la place de la thèse si tu n'avais pas fait la thèse, quoi. Ah. C'est ça. Travailler en tant qu'ingénieur R&D en recherche aussi. Okay. Toujours dans la recherche. Toujours dans la recherche. Personnellement, mais je pense pas que c'est le cas pour tout le monde. C'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'ils ont fait leur carrière d'artiste parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit d'autre. Finalement, vous auriez pu faire d'autres trucs. Il y en a qui avaient un plan B, je sais pas, devenir joueur de tir à l'arc professionnel ou je sais pas. Ouais. Est-ce que tu peux amener le micro? Merci pour la question. Si mon sujet de thèse n'avait pas été sélectionné et n'avait pas reçu de financement, j'aurais passé l'examen du certificat régional de profession d'accès, à l'accès à la profession d'avocat. J'aurais passé le CRFPA en fait pour faire le barreau, tout simplement. Seconde passion. Mais ma question, en fait, c'était pas qu'est-ce que vous allez faire. Ma question, c'était
si ça n'avait pas abouti de votre point de vue à vous, comment vous serez senti et tout, parce que vous travaillez pendant des années sur la même thèse, et à la fin, bah, vous ne trouvez pas votre... Ah ouais, si tu trouves pas, si tu n'arrives pas à avoir un résultat, quoi. Si tu n'arrives pas à avoir un résultat. Alors, ils en sont pas là, ça doit les stresser. Ça doit les stresser parce que ils sont un an avant la... Mais alors, ouais... Il y a des pistes de réponse qu'on peut apporter. On part sur des préalables, on part sur des hypothèses et on n'est pas certain d'aboutir à la concrétisation de ces hypothèses-là. Donc, la thèse est également un exercice de surprise, une surprise continuelle. Dans mon domaine, par exemple, il y a des décisions de justice qui sont rendues qui peuvent aller à l'encontre de ce que je pensais au départ. Donc, au fur et à mesure que j'avance, j'adapte également mon sujet, j'adapte mes recherches, j'adapte ce que je dois trouver à ce qui se passe actuellement en réalité. Donc je trouverai forcément quelque chose. Peut-être pas ce que j'aurais prévu, mais je trouverai quelque chose. Merci beaucoup. Et puis c'est une question vraiment intéressante parce qu'il y en a qui essayent de démontrer quelque chose pendant très longtemps et ils se rendent compte que c'est pas vrai et que c'est pas ça et que l'hypothèse qu'ils ont posée elle est pas bonne, mais que ça c'est une réponse parce que ça permet d'évacuer ce... À chaque fois on en a quand on discute voilà, avec les thésards, ils disent, non mais c'est bien, j'ai réussi à prouver que c'était pas vrai, c'était pas la bonne hypothèse. Et c'est bien, c'est vraiment important. Alors je vois que le jury est revenu. Est-ce qu'il reste une question parmi vous rapide peut-être? 2, ouais. 3. Alors 3 questions. Allez-y, on va essayer. Déjà, merci à vous d'avoir pris le temps de nous exposer vos thèses. Moi, j'avais juste la simple question de savoir, une fois le doctorat en poche, vous allez rester chercheur, vous allez aussi enseigner. Moi, je voudrais savoir un peu ce que vous préférez entre chercher et enseigner votre connaissance aux autres. Ouais, maintenant que vous venez de vivre, il y en a qui donnent des cours déjà là en ce moment. Tu donnes des cours, toi? Merci beaucoup pour ta question. C'est une très bonne question. Alors ça dépend effectivement des parcours de chacun. Certains enseignent déjà avant d'être en thèse, d'autres vont enseigner pendant la thèse. Dans certains contrats doctoraux, il y a une obligation de donner des cours en même temps qu'on reçoit un financement. Et après, moi je vais répondre pour moi, c'est que chacun a sa propre réponse. Il y en a qui préfèrent la recherche plus que l'enseignement, il y en a qui préfèrent enseigner plutôt que de faire la recherche, et il y en a qui aiment autant les deux. Moi, à titre personnel, c'est mon cas. Je trouve que la recherche, c'est quelque chose qui est très stimulant, mais enseigner, c'est également très stimulant. Et pour mon avis personnel, à mon humble avis, quand on fait de telles recherches, quels que soient les domaines de nos recherches, c'est pas pour rien, et il faut après pouvoir le partager, et ça passe évidemment par l'enseignement. Bonsoir, moi j'avais une petite question, parce que j'ai vu qu'une image avait été générée par IA, et je voulais savoir est-ce que ça vous a aidé pour vulgariser votre langage, pour mieux expliquer lors de votre thèse en 180 secondes. Est-ce que c'est ChatGPT qui a écrit votre... Regardez-vous bien dans les yeux. Est-ce que vous avez essayé de lui faire écrire? Alors je sais pas qui, mais je vais faire circuler un petit peu, je sais pas s'il y en a qui ont... Alors, je crois que... personne n'a utilisé ChatGPT pour son texte, parce qu'en fait c'est quelque chose de tellement personnel. Chacun ici a présenté son travail avec ses propres images en tête, ses propres références culturelles aussi, et ça c'est pas quelque chose que tu peux acquérir d'une IA, puisqu'en fait c'est ton travail artistique là de présenter ta thèse. Personne n'a essayé. Ah, merci, t'essayes au moins une fois, et puis tu te dis c'est nul, et puis voilà, tu passes à autre chose. Mais t'essayes, bah oui, bien sûr. Alors, bonsoir, je me permets, j'ai une question personnelle pour monsieur, plutôt 2 questions, pour monsieur Lebonnois. Alors, dans un premier temps, d'où vous vient cette passion pour les génocides? Merci beaucoup pour cette question. Tout petit déjà, non pas du tout. Alors non, j'ai pas de passion pour le génocide, que ce soit clair. Enfin, et pour être tout à fait honnête, ce n'est pas un sujet que j'ai choisi. En fait, c'est une opportunité. Ma directrice de mémoire, donc quand je faisais mon master 1, master 2, plus tard, bien des années plus tard, m'a dit qu'elle avait reçu un financement européen, un programme de recherche européen, sur les violences extrêmes dans l'histoire, à toutes les périodes. Et donc, elle m'a dit, à un moment donné, si vous voulez faire une thèse, avec moi, donc, en tant que directrice de thèse, ce sera sur un sujet qui porte sur la violence extrême dans l'histoire. Et elle m'a dit, il y a en fait un axe de recherche sur le génocide en tant que concept.
Et donc, pour moi, c'était un peu soit je prends le train en marche ou pas. Et donc, en fait, j'ai pas réfléchi. Ce qui est peut-être stupide quand on se prétend être chercheur, mais je me suis dit, je prends le train en marche et puis ce sujet que je connais pas, que je maîtrise pas, je vais apprendre à le découvrir, à le travailler. Et c'est pas un sujet qui est drôle, évidemment, c'est pas un sujet qui est paisible, c'est un sujet qui est très dur, mais comme tous les sujets, on finit aussi par se l'approprier. C'est un sujet qu'il faut savoir réfléchir en tout cas. Est-ce que tu as une deuxième question? Et comment est-ce que vous avez réussi à faire le lien entre l'Antiquité justement et le terme de génocide? Alors oui, c'est une bonne question. J'en parle dans ma thèse. Non. Alors le lien, en fait, pour faire simple, donc le génocide, c'est un concept qui a été inventé en 1944 en réaction à l'Holocauste, à la Shoah, donc le génocide des Juifs d'Europe. Et donc il y a des historiens qui se sont demandé si finalement il n'existait pas dans l'histoire, en remontant l'histoire, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu des génocides, sous une forme différente évidemment, avec des technologies différentes, et on est remonté jusqu'à l'Antiquité en se disant, est-ce que dans les écrits, dans les sources anciennes, grecques notamment, mais aussi ça peut être romaines, mésopotamiennes, est-ce qu'il n'y a pas des références à des massacres de très grande ampleur qui pourraient s'apparenter à des génocides? Et notamment, si on part justement un peu dans la mythologie, quand on parle de la guerre de Troie, le roi de la coalition grecque, Agamemnon, il dit à un moment donné à son frère Ménélas, dont la femme a été enlevée et donc il est prisonnier à Troie, il dit il faut détruire tous les Troyens jusqu'aux enfants dans le ventre de leur mère. Et donc les historiens ont dit, là en fait, on a bien une image qui montre qu'il existe une conscience génocidaire chez les Grecs, puisque ça y est, ils disent que là, il faut tuer tout le monde jusqu'aux femmes enceintes. Donc en fait, on comprend que peut-être qu'il y a déjà eu cette conscience génocidaire dans l'Antiquité. Merci monsieur. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci pour cette dernière question. Merci à tous. Bonne soirée. Merci d'être venu passer la soirée avec nous et merci mille fois d'être venu partager avec nous vos questions. C'est important d'interroger les sujets compliqués comme les sujets simples, les sujets qui nous font plaisir comme ceux qui nous font pas plaisir. Et j'espère que les directeurs d'universités américaines s'en rappelleront. Le jury est là. Je vous en prie, venez avec nous. Non, oui, si tu me donnes ça, oui. Est-ce qu'on peut leur mettre une petite musique quand même, hein? Ce serait plus festif. Regarde. Ben voilà. Venez me rejoindre. On va vous donner un micro. Est-ce que vous en avez déjà un? Vous avez un micro, vous n'avez pas de micro. C'est votre micro, je ne sais plus. C'est plus le Covid, c'est pas grave. Alors, venez, on va se mettre plus par ici, par exemple. Vous avez bien débattu? Ouais, vous avez bien débattu? C'était compliqué. Ça a eu l'air d'être compliqué. Ça a pris un peu de temps, j'ai l'impression. Est-ce que juste avant qu'on donne ces différentes cartes d'entrée pour l'étape d'après aux candidats, vous vouliez leur dire un mot peut-être? La parole aux plus jeunes. Merci énormément pour cette soirée parce qu'en fait, au-delà d'apprendre, vous avez une énergie qui est absolument incroyable. Passer 180 secondes face à un public qu'on ne connaît pas, pour la plupart, c'est pas chose facile. Dans l'entreprise, on en fait aussi pour parler effectivement et entraîner les autres. En tous les cas, merci énormément pour cette énergie. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir pour vous, mais si vous êtes retenu ou pas, en tous les cas, moi j'ai pris un plaisir de dingue et merci pour ces 180 secondes multipliées par 16. Donc un bravo collectif parce que c'est absolument excellent. Le travail que vous faites, ce travail de médiation, alors il y avait le mot vulgarisation qu'on employait avant et qui tombait un petit peu en désuétude, on l'aime moins. Moi je l'adore, je trouve ça, c'est un mot que j'aime bien, c'est d'essayer de parler un petit peu à tout le monde. Moi j'ai appris à le faire, on m'a demandé va faire la fête de la science un samedi après-midi devant Auchan. Donc vous apprenez à vulgariser ce jour-là, vous essayez d'expliquer la science aux gens. Donc là, vous aviez un public beaucoup plus favorable, mais quand même, l'effort et le travail que vous avez fait est absolument important. Donc continuez, parce que c'est vraiment super.
Alors moi, à l'origine, je devais pas être là, mais en tout cas, je vous dis bravo, parce qu'à votre place, j'aurais pas réussi à le faire, et c'est très beau ce que vous avez fait, et bravo à vous. Alors, le prix des scolaires, je vais prendre pour un peu plus de théâtralité ce carton. Merci beaucoup pour ces roulements de tambour. On va faire dans l'ordre. Violette, le prix des scolaires. Allez-y, continuez les roulements de tambour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le prix des scolaires de ma thèse en 190 secondes. 180 secondes. Édition 2025. Nantes est remis à Camille Ribado-Dumas. Le prix du public. Il va y avoir 2 prix du public, je vous le rappelle, ils ne sont pas dans l'ordre. Le premier prix du public est remis à Aboubacar Sanou. Et le second prix du public est remis à Claire Louge. Voilà, vous en avez chacun un. Alors, on sait, hein, c'est pas le vôtre que vous remettez. Le 4e prix du public est remis à Margot Verdon. Le 3e prix du public est remis à Pierre-Emmanuel Lebonnois. Le 2e prix du public est remis à Mathilde Tenissien. Et le dernier prix du public est remis à Margot de Séac. Merci 1000 fois, merci au jury de s'être prêté à l'exercice, merci à vous d'être venus pour cette magnifique soirée, merci à tous de vous être prêtés à l'exercice et d'avoir partagé votre science. Juste un petit mot pour remercier évidemment tous les organisateurs de Ma thèse en 180 secondes, les formateurs également, qui nous ont portés pendant toute cette journée de formation. Donc voilà, on pense à eux et on les remercie énormément. Merci beaucoup à eux pour ce travail. Merci à toutes les équipes de Nantes Université qui permettent à cette soirée d'exister. Merci aussi au Collège doctoral des Pays de la Loire, au CNRS, à France Université, au Fonds européen, à Nantes Métropole et à la ville de Nantes. C'est important quand la culture est financée. Donc rappelons qui le fait et qui ne le fait pas. Voilà, merci beaucoup. Très très bonne soirée à vous. N'hésitez pas à leur poser plein de questions quand vous les croiserez dans les couloirs. Merci 1000 fois et très bonne soirée.